Nous sommes au tout début du XIXe siècle, une époque où l'imaginaire collectif commence à être chamboulé par des découvertes extraordinaires enfouies dans les profondeurs de la Terre. C'est l'ère naissante d'une discipline scientifique fascinante, la paléontologie. Cette science, qui étudie les êtres vivants du passé à travers leurs fossiles, va révolutionner notre compréhension du monde et des créatures qui l'ont peuplé des millions d'années auparavant. Le récit que nous allons vous conter explore les prémices de cette aventure intellectuelle qui mènera à reconstituer, pierre par pierre, os par os, les apparences mystérieuses des dinosaures. Jusqu'au XVIIIe siècle, la connaissance des fossiles était en grande partie enveloppée d'interprétations mythologiques ou religieuses. On croyait ces vestiges d'ossements d'animaux fabuleux, comme des géants ou des dragons. Il fallait attendre la fin du XVIIIe siècle et les premières explorations scientifiques rigoureuses pour que la notion même de fossile, comme trace d'une vie ancienne, commence à s'imposer. Parmi les pionniers, on trouve le naturaliste Georges Cuvier, qui, grâce à ses études comparatives de squelettes, déchiffra la réalité des espèces disparues, notamment chez les mammifères géants comme le mammouth. Mais qu'en est-il des dinosaures, ces reptiles préhistoriques qui fascinent encore aujourd'hui? La première étape capitale dans l'histoire de la paléontologie des dinosaures remonte à 1824, lorsque William Buckland, un géologue et théologien anglais, décrit officiellement le Mégalosaurus, le tout premier dinosaure nommé scientifiquement. Cette découverte fut suivie en 1825 par Gideon Mantell, qui met au jour les restes d'Iguanodon, un autre géant herbivore, en Angleterre. Ces premiers ossements, maladroitement assemblés, étaient les prémices de ce qui allait devenir une quête titanesque pour comprendre à quoi pouvaient ressembler ces créatures disparues. À cette époque, la notion même de dinosaure n'existait pas encore. Ce terme ne sera inventé qu'en 1842 par Richard Owen, un anatomiste britannique. Owen remarqua que ces animaux fossilisés partageaient des caractéristiques osseuses distinctes, suffisamment singulières pour justifier un groupe nouveau, les lézards terribles ou dinosaures. Cette dénomination renouvela totalement la façon de penser le passé de la Terre. Cependant, les premières hypothèses sur l'apparence de ces animaux étaient encore très approximatives, influencées par les connaissances limitées de l'époque et souvent par l'imaginaire populaire. Certaines reconstitutions suggéraient des dinosaures extrêmement massifs et pâteaux, à l'allure plus proche de reptiles marins ou de dragons légendaires que d'animaux terrestres dynamiques. Les squelettes étaient montés de façon rigide ou avec des positions anatomiques incorrectes, car les scientifiques manquèrent de repères fiables pour interpréter certains ossements. Par exemple, l'iguanodon fut initialement représenté avec un pouce en forme de corne placé sur le nez, alors qu'il s'agissait en réalité d'une épine située sur la main. Les limites techniques de l'époque rendaient aussi difficile la reconstitution de la peau, des textures et des détails externes. Imaginer la vie au temps des dinosaures nécessitait de faire appel à la comparaison avec les animaux contemporains, ce qui ne fournissait que des indices partiels et parfois trompeurs. Ainsi, à ce stade, les plantes, l'environnement et le comportement des dinosaures restaient largement inconnus ou dépeints de manière stéréotypée. Ce qui est pourtant remarquable, c'est que dès ses débuts, les paléontologues faisaient preuve d'une curiosité et d'une rigueur qui allaient poser les bases solides d'une science nouvelle. Ils comprirent progressivement que les fossiles, au-delà de simples ossements, étaient des fragments d'histoire, des témoins d'un passé où la vie avait pris des formes extraordinairement variées. Chaque découverte impliquait une réévaluation des hypothèses précédentes, une remise en question constante, qui caractérise encore aujourd'hui la méthode scientifique en paléontologie.
Dans les décennies qui suivirent, en parallèle des découvertes en Europe, de vastes chantiers d'exploration furent entrepris aux États-Unis, notamment dans l'Ouest américain. Là, des fouilles systématiques mirent au jour des dizaines de nouvelles espèces de dinosaures, souvent bien mieux préservées. Le Bone Wars, une rivalité féroce entre deux paléontologues, Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh, propulsa à une vitesse vertigineuse la connaissance des dinosaures. Mais cette période fut aussi marquée par des erreurs, des malentendus et des rivalités passionnées. Peu à peu, les reconstitutions gagnèrent en précision et en crédibilité, grâce à des pièces anatomiques mieux conservées, à l'établissement de principes comparatifs clairs et à l'amélioration des techniques de fouille. Cette progression constante donna naissance aux premières figures reconnaissables des dinosaures. On peut penser aux premières représentations du célèbre Diplodocus, à la stature élancée, ou du Tricératops puissant et protégé par ses 3 cornes. Ainsi, cette époque charnière fut une période d'exploration intellectuelle intense, mêlée d'enthousiasme, de tâtonnement et aussi de controverses. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont la science, dans sa quête de vérité, avance toujours par étapes, parfois lente, parfois révolutionnaire, à travers l'étude minutieuse d'indices qui nous parviennent du passé lointain. À présent que nous avons planté le décor historique et scientifique de l'émergence de la paléontologie, il est essentiel de s'attarder sur les fondements mêmes du travail de reconstitution, les fossiles osseux. Car derrière ces fragments d'os se cache la clé pour comprendre la morphologie des dinosaures, leur silhouette, leur taille et, par extension, leur apparence générale. Nous allons donc plonger plus profondément dans l'étude anatomique pour découvrir comment ces traces d'ossements préservés ont permis, progressivement, de donner forme à ces géants disparus. Pour appréhender pleinement l'apparence des dinosaures, il est essentiel de comprendre d'où provient notre connaissance rudimentaire de ces créatures disparues, les fossiles osseux. Ces vestiges minéralisés, souvent après des millions d'années d'enfouissement sous les sédiments, constituent la base fondamentale à partir de laquelle les paléontologues reconstruisent la morphologie des dinosaures. Sans ces os fossilisés, notre vision des dinosaures resterait floue, née d'imagination plutôt que d'observations scientifiques. Les fossiles osseux sont avant tout des restes durcis des parties solides de l'animal, principalement les os et les dents. Lorsque ces éléments se fossilisent, la matière organique est remplacée progressivement par des minéraux qui se déposent, pierréifiant les structures. Cette transformation permet la conservation dans des conditions variables, souvent fragmentaires, mais parfois remarquablement complètes, d'une grande partie de la charpente animale. Au-delà de leur simple existence, ces os fossilisés sont riches en informations. Chacun d'eux porte des indices sur la taille, la forme et le volume global du squelette. En étudiant la longueur, l'épaisseur, la courbure et les caractéristiques spécifiques de chaque os, le paléontologue peut déduire non seulement les proportions du corps, mais aussi la robustesse des membres, la puissance musculaire potentielle, voire certains mécanismes articulaires. Par exemple, un fémur épais et lourd suggère un animal capable de supporter un poids considérable, tandis que des os plus fins sont caractéristiques d'animaux légers et agiles. L'examen minutieux de la microstructure osseuse apporte également beaucoup d'enseignements. La présence de zones de croissance, par exemple, visibles dans les coupes fines des os, permet d'évaluer l'âge de l'animal au moment de sa mort et d'étudier sa croissance au fil des années. Ce type d'analyse aide à mieux comprendre le cycle de vie des dinosaures, leur stratégie de développement, leur phase de croissance rapide ou lente, ce qui influence grandement leur apparence selon l'âge. En outre, la disposition et la morphologie des articulations squelettiques sont cruciales
pour reconstituer l'architecture corporelle. Les zones de connexion entre os montrent tous les membres pouvaient pivoter, comment la tête était attachée à la colonne vertébrale, ou encore la flexibilité possible de la queue. Cela donne des indications précieuses sur la posture générale, la locomotion et même les comportements possibles. Un souci majeur pour les scientifiques est cependant la rareté des fossiles complets. Très souvent, ceux-ci sont fragmentaires, isolés ou partiels, ce qui demande un travail d'interprétation rigoureux. En effet, le paléontologue doit recoller les morceaux comme un puzzle, parfois à partir d'ossements disséminés dans plusieurs sites. Cette reconstruction nécessite aussi la comparaison avec les spécimens plus complets d'espèces proches ou avec des animaux modernes présentant des caractéristiques similaires. La synthèse de toute cette information osseuse permet, étape par étape, de bâtir le squelette fidèle d'un dinosaure. Cette ossature est la première ébauche, la charpente, sans laquelle aucune tentative sérieuse de reconstitution morphologique ne peut être envisagée. Une fois que le squelette est reconstitué, les paléontologues peuvent s'interroger sur les volumes musculaires, les positions des organes et la surface corporelle recouvrant cette armature osseuse. Par ailleurs, les fossiles osseux apportent aussi des éléments sur la diversité et l'évolution des dinosaures. Des différences dans la forme des os, les crêtes osseuses ou les structures spécifiques témoignent d'adaptations variées selon les niches écologiques occupées. Cela influence la silhouette globale. Certains dinosaures furent massifs et lourds, d'autres légers et délicats, certains bipèdes, d'autres quadrupèdes. Ces nuances ne peuvent être saisies qu'en analysant attentivement la morphologie osseuse. L'avancée des techniques d'imagerie, telles que la tomographie informatique, scanner CT ou la microscopie électronique, permet aujourd'hui d'explorer ces fossiles en détail sans les endommager. Le scanning 3D des os offre de nouvelles perspectives pour modéliser numériquement les squelettes, les réassembler virtuellement et explorer virtuellement les possibles mouvements articulaires. Toutes ces innovations renforcent la précision des reconstitutions morphologiques. Mais la morphologie osseuse ne donne pas tout. Elle représente en revanche la première étape incontournable, la base anatomique solide sur laquelle s'ancre chaque hypothèse sur la forme des dinosaures. Sans elle, nul ne pourrait imaginer leur profil, leur dimension, ni même distinguer une espèce d'une autre. En comprenant ainsi la complexité de ces vestiges osseux et la méthode rigoureuse employée pour les interpréter, nous réalisons que les fossiles ne sont pas de simples ossements anciens. Ce sont les messagers uniques d'un monde disparu, la première clé tangible pour dévoiler l'apparence de ces créatures légendaires. La prochaine étape de notre exploration nous invite à examiner comment ces os, une fois identifiés et assemblés, permettent aux scientifiques de comprendre la posture et les modes de locomotion des dinosaures. Car, au-delà de la forme brute, c'est leur manière de se mouvoir, de s'équilibrer et d'interagir avec leur environnement qui complète leur portrait. Une étape qui apporte une vie nouvelle à ces squelettes pétrifiés. Après avoir exploré les incroyables révélations portées par les fossiles osseux, nous voici à une étape cruciale du travail paléontologique. L'assemblage des squelettes, une phase déterminante qui va au-delà de la simple reconstitution d'ossements isolés pour révéler la posture et la locomotion des dinosaures. En effet, une fois les os identifiés et regroupés, le véritable défi consiste à reconstituer l'animal dans son intégralité. Comprendre comment ses membres s'articulaient, dans quelle position ils se tenaient et comment ils se déplaçaient. La posture d'un dinosaure constitue une des clés de lecture essentielles pour restituer son apparence et son mode de vie. Elle indique si l'animal marchait debout sur ses deux pattes arrière, comme le célèbre Tyrannosaurus rex, ou bien à quatre pattes, comme le Triceratops.
La posture influe aussi sur l'allure générale. Un animal élancé et redressé présente une silhouette très différente d'un quadrupède massif et ramassé. Analyser la posture demande un examen minutieux des articulations, des surfaces d'emboîtement osseuses et de la mécanique interne de ces structures. Durant les premières découvertes du XIXe siècle, les reconstitutions étaient souvent influencées par des préjugés tenaces et une compréhension encore très rudimentaire de la biomécanique animale. On représentait par exemple souvent les grands dinosaures bipèdes avec une posture verticale, la queue traînant pesamment au sol comme une queue de lézard moderne. Ce schéma fut corrigé avec le temps, notamment après l'analyse plus fine des os de la hanche et de la colonne vertébrale, qui démontrait au contraire un équilibre dynamique et une horizontalité du corps. Le processus d'assemblage repose en premier lieu sur la reconnaissance des articulations, ces zones où s'emboîtent les os permettant aux membres d'effectuer des mouvements. Les paléontologues étudient la forme des extrémités osseuses, comme les condyles et les cavités articulaires, pour comprendre les amplitudes de mouvement possibles. Par exemple, la forme sphérique d'une tête fémorale dans une cavité peu profonde suggère une grande liberté de mouvement, tandis qu'une articulation plus emboîtée limite certains angles. Ensuite, la configuration des vertèbres, leur inclinaison et leur forme renseignent sur la souplesse de la colonne, la position de la tête, ainsi que sur la posture globale. La présence de structures osseuses particulières, comme les chevrons sous la queue, indique aussi une fonction d'équilibre, essentielle pour les dinosaures bipèdes, qui utilisaient leur queue comme un contrepoids. Une fois l'ossature en place, la détermination de la locomotion s'appuie sur ces indices mécaniques, mais aussi sur la comparaison avec des animaux vivants présentant des morphologies analogues. Les empreintes fossiles jouent également un rôle complémentaire essentiel. Elles fournissent la trace directe du mouvement, la taille et la disposition des empreintes, donnant des informations sur la démarche, la vitesse et le comportement locomoteur. Les dinosaures bipèdes, comme les théropodes, ont pu être modélisés comme des créatures capables de mouvements variés, allant du pas lent à la course rapide. La longueur des membres postérieurs, la robustesse de l'os du tibia ou du fémur, et d'autres indicateurs comme la taille des muscles reconstitués, donnent des indices sur l'agilité et la puissance. En revanche, les grands sauropodes quadrupèdes, avec leur taille imposante, montrent des adaptations spécifiques, membres verticaux, pieds larges pour supporter un poids énorme, démarche lente mais stable. L'assemblage des squelettes ne se limite pas à une simple juxtaposition statique. Les chercheurs s'efforcent aussi d'intégrer la dynamique en construisant des modèles articulés qui peuvent être maniés pour simuler des postures variées et tester leur plausibilité morphologique. Ce travail est rendu possible par les technologies modernes, mais les principes fondamentaux s'appuyaient dès le départ sur l'observation attentive des surfaces articulaires et des contraintes biomécaniques. Un autre aspect fascinant à considérer est l'évolution des postures au fil du temps dans différents groupes de dinosaures. Certains groupes, initialement quadrupèdes, ont développé des formes bipèdes, tandis que d'autres ont conservé leur position à quatre pattes. Ces variations se reflètent dans la morphologie squelettique, notamment dans la structure des pattes, du bassin et de la colonne vertébrale. Cette compréhension de la posture et de la locomotion révèle aussi le lien étroit entre structure osseuse et fonction, un principe fondamental dans toute reconstitution morphologique. Elle ouvre la voie à une représentation plus vivante et réaliste des dinosaures, allant bien au-delà du simple squelette figé, pour donner naissance à une créature articulée, mobile et parfaitement inscrite dans son environnement. Notre plongée dans l'étude détaillée des squelettes et de leur assemblage jette ainsi une lumière nouvelle sur la biodiversité
et la puissance évolutive de ces animaux préhistoriques. Elle prépare le terrain à la prochaine étape cruciale, la comparaison avec les animaux actuels. Ces derniers, en particulier les oiseaux et les reptiles, servent de modèles vivants pour mieux comprendre les formes, les comportements et les apparences que les dinosaures pouvaient adopter. Ainsi, nous allons poursuivre notre voyage en explorant comment ces analogies morphologiques contemporaines enrichissent nos reconstitutions, nous permettant de combler des lacunes laissées par le seul squelette osseux et de rendre hommage à ces fascinants ancêtres, dont l'apparence renaît peu à peu au gré des découvertes et des innovations scientifiques. Alors que les fossiles osseux et l'assemblage minutieux des squelettes nous ont permis de dessiner la silhouette générale et la posture des dinosaures, se pose une problématique majeure. Comment reconstituer l'apparence extérieure, les détails des tissus mous, la peau, les plumes ou les écailles? C'est ici qu'intervient une approche comparative fondamentale, celle consistant à observer les animaux actuels, notamment les oiseaux et les reptiles, afin d'établir des analogies morphologiques pertinentes. Les dinosaures, bien que disparus depuis des millions d'années, partagent une filiation directe avec certains groupes d'animaux vivants, particulièrement les oiseaux. Cette idée révolutionnaire a émergé à mesure que les paléontologues comprenaient que les théropodes, un groupe de dinosaures carnivores bipèdes, sont en fait les ancêtres directs des oiseaux modernes. Cette relation implique que certaines caractéristiques visibles chez les oiseaux aujourd'hui, comme la présence de plumes, de becs, ou encore certaines structures osseuses, pourraient avoir des homologues ou des origines chez les dinosaures non aviaires. Par exemple, les fossiles de dinosaures comme le Vélociraptor ou le Microraptor montrent clairement des traces de plumes, confirmées par des impressions fossiles. Cette découverte a conduit à réévaluer l'apparence traditionnelle des dinosaures nus et écailleux, pour envisager qu'une partie d'entre eux était au contraire couvert d'un plumage plus ou moins développé, parfois coloré. Cette reconnaissance a profondément changé la représentation artistique et scientifique des dinosaures, les rapprochant visuellement des oiseaux que nous connaissons. Au-delà des plumes, l'étude des os, des muscles et de la posture des oiseaux actuels fournit un modèle précieux pour comprendre non seulement l'anatomie externe, mais aussi les capacités locomotrices, comme le saut, la course, voire le vol. Les similarités anatomiques, comme la structure du bassin, la forme des pattes ou l'organisation des doigts, permettent aux scientifiques d'interpréter les fossiles avec une grille de lecture affûtée, qui éclaire les aspects de comportement et d'écologie. En parallèle, les reptiles actuels jouent un rôle tout aussi important dans les comparaisons morphologiques. Les crocodiliens, proches parents des dinosaures dans l'arbre évolutif des archosaures, offrent des indices sur la texture de la peau, les types d'écailles et certaines attitudes posturales. Leur peau épaisse, parfois riche en plaques osseuses, appelées ostéodermes, sert de modèle pour envisager l'apparence de dinosaures cuirassés, comme les ankylosaures ou les stégosaures. Mais cette comparaison n'est pas une simple projection aveugle du présent sur le passé. Il s'agit d'une démarche prudente qui s'appuie sur des caractères partagés, hérités d'un ancêtre commun, tout en tenant compte des adaptations spécifiques de chaque groupe. Les paléontologues croisent donc constamment ces données avec les fossiles disponibles, les structures squelettiques, les traces fossiles, ainsi que des analyses histologiques et chimiques modernes. Un exemple emblématique réside dans l'étude du bec chez les dinosaures théropodes, proches des oiseaux. Chez les oiseaux actuels, le bec est une structure osseuse, recouverte d'un tégument corné, dépourvu de dents. Or, certains petits dinosaures carnivores possèdent des morphologies crâniennes, suggérant une transition progressive entre un museau denté et un bec plus développé. Ces observations incitent les chercheurs à imaginer des phases intermédiaires
dans l'évolution de ces structures externes, influençant ainsi leur restitution visuelle. En outre, les analogies morphologiques permettent aussi de mieux comprendre le plumage coloré ou les ornements visibles chez certaines espèces. En s'inspirant des comportements et des fonctions observées chez les oiseaux actuels, comme le camouflage, la communication ou l'attractivité sexuelle. Les scientifiques formulent des hypothèses sur le rôle de ces caractéristiques chez les dinosaures, ce qui guide la représentation des détails de leur apparence. Toutefois, ces analogies présentent aussi leurs limites. L'évolution a souvent produit des adaptations uniques et des morphologies qui n'ont pas d'équivalent vivant. Il faut donc veiller à ne pas forcer les ressemblances et rester humble face à la complexité du passé. De plus, parfois certains dinosaures montrent des spécificités morphologiques qui ne trouvent pas correspondance exacte chez les animaux actuels, ce qui laisse subsister un voile de mystère sur leur apparence. Ainsi, la comparaison avec les animaux modernes, qu'il s'agisse des oiseaux ou des reptiles, est un précieux outil scientifique qui permet de combler, de manière rigoureuse, les lacunes laissées par le registre fossile. Elle offre un pont entre le passé lointain et le présent tangible, nous permettant d'imaginer des apparences plus justes, plus nuancées, parfois étonnamment proches de la vie réelle. Cette approche comparatiste se poursuit avec la prise en compte d'autres types de traces fossiles, notamment les empreintes, les nids et les indices comportementaux. L'examen de ces témoignages indirects offre un éclairage supplémentaire sur la manière dont les dinosaures vivaient, se mouvaient et interagissaient dans leur habitat. Autant d'éléments qui façonnent leur représentation finale. Nous pouvons ainsi voir, étape après étape, se dessiner l'incroyable puzzle de la reconstitution des dinosaures, pièce par pièce, en croisant autant d'informations que possible, pour dépasser l'image figée d'un animal disparu et redonner vie à des créatures fascinantes et complexes. La comparaison avec les organismes actuels est l'un des éléments pivots de ce travail minutieux, d'une richesse infinie pour notre compréhension du monde antique. Après avoir examiné la manière dont les os fossiles et la comparaison avec les animaux actuels permettent aux paléontologues de reconstruire l'apparence des dinosaures, il est essentiel de se pencher sur un autre type de témoins exceptionnels, les traces fossiles. Ces vestiges particuliers, qui incluent les empreintes de pas, les nids ou encore des indices comportementaux, offrent une dimension supplémentaire à la compréhension du mode de vie et, par extension, de l'apparence des dinosaures. Les empreintes fossilisées, appelées pistes, sont souvent nichées dans des couches de sédiments anciens, préservées pendant des millions d'années. Ces traces, laissées dans la boue ou le sable mouillé par le passage des dinosaures, ont durci et se sont transformées en roches. Elles constituent un témoignage direct de l'activité de ces animaux et livrent une foule d'informations invisibles sur le squelette seul. En analysant la taille, la forme et la disposition des empreintes, les paléontologues peuvent non seulement estimer la taille de l'animal qui les a laissés, mais aussi déduire sa démarche, sa vitesse et même son comportement social. Par exemple, des pistes parallèles de plusieurs individus du même gabarit laissent penser à des déplacements en groupe, suggérant une vie sociale organisée. À l'inverse, des empreintes isolées peuvent indiquer des comportements de chasse solitaire ou des trajets individuels. La profondeur des empreintes révèle la force exercée sur le sol, ce qui traduit indirectement la masse corporelle et la répartition du poids. Ces données sont cruciales pour valider ou ajuster les hypothèses issues de l'étude du squelette sur la posture et la locomotion. Par ailleurs, l'analyse fine des marques digitales ou des fragments d'ongles fossilisés permet de comprendre quel type de peau recouvrait les pieds, si elle était écailleuse, rugueuse ou dotée d'autres caractéristiques particulières. Les nids fossiles, bien qu'ils soient plus rares,
offrent une autre fenêtre exceptionnelle sur la vie des dinosaures. Détectés grâce à des regroupements d'œufs fossilisés aménagés en structures précises, ces nids livrent des informations sur les comportements reproducteurs, la protection des œufs, voire le soin parental. Certains nids montrent des motifs complexes avec des œufs arrangés de manière circulaire ou empilés, ce qui indique un soin dans la construction et une certaine intelligence comportementale. L'étude des embryons fossilisés à l'intérieur des œufs permet également de saisir les caractéristiques physiques des nouveau-nés, ce qui éclaire sur la croissance et le développement des dinosaures. Ces données contribuent ensuite aux reconstitutions de leur morphologie à différentes étapes de leur vie, offrant une image plus dynamique et complète, allant bien au-delà d'un simple âge adulte figé. D'autres indices comportementaux peuvent être déduits de traces particulières, comme les marques de retournement de parchemin sédimentaire, des traces de griffades ou de combat, parfois même des fossiles regroupés suggérant la présence d'animaux morts lors d'un événement précis. Ces observations nourrissent les hypothèses sur les interactions sociales, les stratégies défensives ou les modes de vie adaptés à différents environnements. Un exemple remarquable concerne les sites comportant des traces de pas superposées, suggérant la vitesse de déplacement des dinosaures. En combinant les distances entre pas et la morphologie des pieds, les chercheurs peuvent estimer si l'animal marchait lentement, trottait ou courait rapidement. Cette étude biomécanique des empreintes enrichit considérablement la compréhension de la locomotion réelle, confirmant ou corrigeant les hypothèses faites à partir des ossements. Ces données comportementales issues des traces fossiles apportent une dimension prospective très précieuse dans la reconstitution de l'apparence des dinosaures. Elles donnent en effet des indices sur la musculature et les contraintes physiques liées au type de déplacement, sur les postures adoptées dans les activités quotidiennes, voire sur les éventuels comportements d'affrontement ou de parade. Par exemple, une démarche rapide nécessite un corps adapté, léger mais puissant, souvent avec une queue fine en équilibre. Une posture plus lourde suppose une ossature et des muscles différents. En somme, l'étude des traces fossiles ouvre une porte unique vers une paléobiologie plus complète. Elle révèle des fragments de vie, des fragments d'action qui complètent harmonieusement les données anatomiques. Ces témoignages de comportement sont indispensables pour passer d'une simple silhouette osseuse à une représentation animée, crédible et profondément vivante des dinosaures. Alors que cette connaissance progresse, la paléontologie s'appuie de plus en plus sur des méthodes interdisciplinaires, mêlant géologie, morphologie, biologie et technologie numérique pour extraire le maximum d'informations des traces fossiles. Cette synergie permet aussi d'élargir le champ des possibles dans les reconstitutions, pour imaginer non seulement l'apparence extérieure, mais aussi la vie au quotidien de ces animaux disparus. Notre prochaine étape portera sur un regard microscopique, la paléohistologie, qui analyse la structure fine des os fossiles. Cette science nous révélera des détails invisibles à l'œil nu, donnant des indices nouveaux sur la croissance, la santé et même sur la température corporelle des dinosaures, aspects qui influenceront encore davantage leur apparence externe. Ainsi, la découverte et l'étude des traces fossiles apparaissent comme une étape essentielle dans ce fascinant voyage à travers le temps et la vie. La paléohistologie, discipline fascinante et relativement récente dans le champ de la paléontologie, consiste à étudier la microstructure des os fossiles afin d'en extraire des informations précieuses sur la biologie, la croissance et même l'apparence externe des dinosaures. En plongeant au cœur de ces fragments d'os, au niveau microscopique, les chercheurs obtiennent parfois de véritables clichés du passé, révélant des détails insoupçonnés qui échappent à une simple observation macroscopique. Le principe de base de la paléohistologie osseuse
repose sur la préparation de fines sections d'os fossiles, observées au microscope. Ces coupes transversales permettent d'étudier la disposition et la composition des tissus osseux, la densité des cellules osseuses appelées ostéocytes, ainsi que les vaisseaux sanguins qui irriguaient le tissu vivant. Plus encore, elles révèlent la présence de zones de croissance, de remodelages osseux et même d'éventuels traumatismes ou maladies. Ces détails microscopiques ont un impact direct sur notre compréhension de la morphologie externe des dinosaures. Par exemple, la texture osseuse renseigne sur le rythme de croissance de l'animal. Certains dinosaures présentaient une croissance très rapide sur de courtes périodes, comparable à celle des oiseaux actuels, ce qui suggère un métabolisme élevé et par conséquent une température corporelle plus constante. Ceci a conduit à envisager que certains dinosaures étaient plus proches physiologiquement des animaux à sang chaud que des reptiles traditionnels à sang froid. Ce métabolisme actif implique aussi des caractéristiques liées à l'apparence, comme notamment la présence d'une peau potentiellement plus vascularisée ou d'une pilosité, ou dans leur cas, d'un plumage, susceptible d'assurer une régulation thermique. La paléohistologie appuie donc l'idée d'une diversité d'apparence, où certains dinosaures étaient probablement recouverts de structures externes spécialisées pour leur survie au sein d'environnements variés. D'autre part, l'étude des insertions musculaires visibles dans les zones rugueuses ou striées de l'os, enfin mise en lumière par des analyses histologiques, permet de déterminer la puissance et le positionnement des muscles. En effet, les efforts mécaniques répétitifs laissent des traces microscopiques sur l'os qui témoignent de la masse musculaire entourant la charpente osseuse. Une musculature développée modifie non seulement la silhouette, mais aussi la mobilité et l'agilité de l'animal. Les couches osseuses, alternant phases de croissance rapide et pause, peuvent également témoigner de rythmes saisonniers ou de stress environnementaux, ce qui renseigne sur les conditions de vie allant influencer directement les adaptations morphologiques. Ainsi, par exemple, un animal exposé à des hivers rigoureux pourrait développer une enveloppe corporelle plus épaisse ou des comportements de regroupement avec ses congénères. La paléohistologie révèle aussi des anomalies osseuses telles que des fractures guéries, infections ou déformations. Ces pathologies affectent la démarche ou la posture et par extension donnent une vision plus réaliste, nuancée et dynamique des individus étudiés, loin des représentations statiques idéalisées. Enfin, ces investigations poussées contribuent à la distinction fine entre espèces proches, grâce à la variabilité de la microstructure osseuse. Elles permettent de comprendre les différentes stratégies évolutives adoptées et, en retour, influencent directement les reconstitutions visuelles et anatomiques qui sont proposées. Cette technique ouvre un dialogue fascinant entre l'infiniment petit et le vaste monde disparu des dinosaures, reliant les détails microscopiques au panorama global de leur morphologie, leur physiologie et leur apparence externe. En somme, la paléohistologie est un instrument précieux qui enrichit de façon significative notre capacité à imaginer ces animaux dans toute leur complexité et leur diversité. L'étape suivante, dans ce voyage au cœur de la reconstitution des dinosaures, consistera à reconstituer précisément la musculature et son positionnement sur le squelette. Grâce aux données microstructurales que nous venons d'évoquer et aux insertions musculaires visibles sur les os, les paléontologues peuvent désormais esquisser ces puissants moteurs invisibles, révélant ainsi un nouveau pan de l'apparence vivante et dynamique de ces impressionnants animaux. Pour comprendre l'apparence dynamique des dinosaures, il ne suffit pas de disposer de leurs ossements complets. Il faut aussi reconstituer la musculature, qui, au fil des siècles, a disparu avec les tissus mous.
Cette étape cruciale, qui consiste à déterminer la taille, la forme et le positionnement des muscles à partir des insertions musculaires laissées sur les os fossilisés, apporte une dimension vivante et fonctionnelle à leur reconstitution morphologique. Les insertions musculaires sont des zones spécifiques sur les os où les muscles s'attachaient via des tendons. Ces zones présentent souvent des modifications structurales visibles: relief, crête, rugosité ou dépression, appelées tubercules. En analysant minutieusement ces marques, les paléontologues peuvent déduire la masse musculaire, l'orientation des faisceaux musculaires et, par extension, la puissance et la mobilité des membres. Ce travail d'interprétation repose d'abord sur des analogies avec les animaux vivants, en particulier les oiseaux et les reptiles, dont la musculature est bien étudiée. Grâce à ces comparaisons, les chercheurs construisent des modèles musculosquelettiques détaillés, leur permettant de reconstruire les muscles de leurs dinosaures en tenant compte des proportions exactes et des points d'attache précis. La reconstitution des muscles joue un rôle fondamental non seulement dans l'apparence externe, en contribuant au volume du corps, mais aussi dans la compréhension des capacités locomotrices, de la force fonctionnelle, de la posture et du comportement. Par exemple, de larges insertions sur les os du bassin et des membres postérieurs vont suggérer des muscles puissants destinés à supporter un poids important ou à fournir une grande force de propulsion pour la course. Le cas emblématique des membres antérieurs explore aussi la spécialisation musculo-squelettique, donnant des indications sur la préhension, la manipulation ou la défense. Chez certains théropodes, de petite taille et aux membres avant délicats, des insertions réduites correspondent à des muscles fins et spécialisés, tandis que chez d'autres, plus massifs, les muscles attachés sont développés et robustes. La reconstruction des muscles ne s'arrête pas à l'analyse des os eux-mêmes. Elle est également enrichie par la modélisation informatique. La technologie moderne offre la possibilité de réaliser des simulations tridimensionnelles, combinant squelette, muscles et même ligaments pour tester la plausibilité fonctionnelle des différentes configurations musculaires. Ces simulations aident à valider les hypothèses issues des observations anatomiques, en reproduisant virtuellement des mouvements et en évaluant la mécanique corporelle. Comprendre la musculature appelle également à étudier les limitations imposées par la physiologie. La masse musculaire ne peut être exagérée sans retentissement sur la mobilité ou la consommation énergétique. Ainsi, la reconstruction cherche un équilibre entre volume musculaire estimé et efficacité mécanique, pour donner une image la plus réaliste possible de l'animal vivant. Par ailleurs, certains fossiles exceptionnellement conservés ont parfois permis de détecter des traces indirectes révélatrices de tissus mous, partageant des indices sur la structure musculaire, comme des fibres ou des tendons fossilisés. Bien que rares, ces fossiles enrichissent et valident les modèles élaborés à partir des insertions osseuses. Enfin, le travail d'intégration des muscles dans la reconstitution morphologique est essentiel pour mieux appréhender non seulement l'aspect extérieur, la forme, le volume et la silhouette, mais aussi la vie même du dinosaure, sa manière de se mouvoir, de chasser, de se défendre, ou encore de se comporter socialement. C'est cette reconstitution musculo-squelettique qui donne corps aux animaux que nous envisageons, les transformant de simples collections d'os en êtres animés, dotés d'une dynamique propre. À mesure que la paléontologie progresse, ces reconstructions deviennent de plus en plus précises grâce aux apports conjoints des données anatomiques, des études fonctionnelles et des technologies numériques. Cette étape prépare aussi à la découverte des détails extérieurs plus subtils, comme les ornements crâniens, les cornes et autres structures squelettiques ou tégumentaires sculptées, qui seront notre prochain sujet d'exploration.
Parmi les éléments les plus fascinants de la diversité morphologique des dinosaures, figurent sans conteste leurs particularités crâniennes, leurs cornes, crêtes et armures. Ces ornements tégumentaires, souvent spectaculaires, jouent un rôle clé dans la reconstitution de leur apparence, en apportant des traits caractéristiques qui distinguent non seulement une espèce d'une autre, mais aussi qui suggèrent certaines fonctions biologiques, écologiques et comportementales. L'étude de ces structures commence bien sûr par l'observation minutieuse des fossiles crâniens. Les os du crâne des dinosaures, en particulier chez les genres ornithischiens comme Triceratops ou Pachycephalosaurus, révèlent des formations osseuses étonnantes. Des bosses, des crêtes allongées, des protubérances plus ou moins massives. Ces excroissances ne sont pas de simples décorations. Elles sont les supports rigides d'épidermes modifiés, parfois renforcés par des tissus cornés, simulant des crêtes ou des plaques épaisses. Les cornes, qu'elles soient longues, recourbées ou même multiples, se retrouvent chez plusieurs dinosaures herbivores. La paléontologie tente aujourd'hui de comprendre leurs fonctions possibles. Défense contre les prédateurs, rivalités intraspécifiques lors des combats pour le territoire ou la reproduction, ou encore rôle d'affichage pour attirer l'attention ou intimider les congénères. Contrairement à ce que pouvaient penser les premières représentations parfois fantaisistes, ces cornes étaient solidement implantées et adaptées pour résister à des chocs importants. Certains dinosaures, comme le stégosaure, possédaient dans le dos une rangée de plaques osseuses éminentes, parfois disposées en double rangée. Ces plaques, largement recouvertes de tissus vivants, avaient probablement plusieurs fonctions, mêlant protection contre les attaques, régulation thermique, en agissant comme des radiateurs, et signalisation visuelle. La forme et la texture de ces plaques changent selon les espèces, renforçant l'idée qu'elles avaient un rôle autant fonctionnel que social. Parallèlement, certains groupes comme les ankylosaures présentaient un véritable blindage osseux. Abondantes plaques osseuses, appelées ostéodermes, tapissaient non seulement le dos, mais parfois même la tête et les flancs. Ces armures étaient souvent associées à une queue dotée d'un massue osseuse, servant à repousser les prédateurs. Ces caractéristiques sont facilement reconnaissables sur les fossiles et permettent de restituer l'aspect massif et protecteur de ces dinosaures. La reconstitution de ces ornements tégumentaires exige une grande rigueur scientifique pour éviter toute extrapolation excessive. Les chercheurs prennent en compte la morphologie osseuse, les empreintes fossilisées de peau, ainsi que les analogies avec les animaux modernes, notamment les reptiles cornus comme certains lézards ou tortues, pour interpréter au mieux la forme et la texture de ces tissus. De plus, certaines découvertes récentes ont montré que les crêtes ou cornes pouvaient être ornées de vascularisation riche, suggérant un rôle dans la thermorégulation ou même dans l'intensité des couleurs apparentes. Ces indices colorés, bien qu'ils n'aient pas été conservés directement dans les fossiles, sont de plus en plus déduits grâce à l'étude des mélanocytes ou des structures microfossiles associées. Cela ajoute une dimension visuelle riche à la reconstitution, avec des crêtes potentiellement vives, éclatantes, ou changeant de couleur selon l'âge ou la saison. Enfin, au-delà des fonctions évidentes de protection ou d'affichage, ces ornements tégumentaires participent à la stratégie de communication des dinosaures entre eux ou avec d'autres espèces, qu'il s'agisse d'intimidation ou de séduction. Leur étude permet ainsi d'évoquer non seulement l'apparence extérieure des dinosaures, mais aussi leurs interactions sociales, ce qui donne une meilleure compréhension globale de leur biologie. En résumé, les particularités crâniennes, cornes, crêtes et armures constituent des éléments essentiels dans la reconstitution des apparences des dinosaures. Grâce à l'étude approfondie de la morphologie osseuse, des traces fossiles de tissus mous
et des comparaisons avec la faune actuelle, ces structures sont peu à peu redessinées dans le détail, enrichissant notre vision de ces créatures préhistoriques, plus variées et étonnantes qu'on aurait pu l'imaginer. La prochaine étape de notre exploration portera sur la peau même des dinosaures, les empreintes cutanées fossilisées et les textures révélées, qui nous permettront de plonger encore plus profondément dans le réalisme des reconstitutions, en découvrant la diversité des revêtements corporels et leur rôle dans le camouflage, la protection ou la communication. Au cœur de la reconstitution des dinosaures, après avoir exploré les grands traits du squelette, les muscles et les ornements osseux, se trouve une question particulièrement délicate, celle de la peau. Comment était couverte cette extraordinaire enveloppe externe qui protégeait ces animaux, régulait leur température et peut-être même participait à leur communication visuelle? La réponse réside en partie dans l'étude minutieuse des empreintes cutanées fossilisées et des textures qu'elles révèlent. Durant longtemps, la peau des dinosaures fut un mystère absolu, car les tissus mous se conservent très rarement dans le registre fossile. Nos images traditionnelles de ces créatures, recouvertes d'écailles rugueuses, étaient en grande partie basées sur l'analogie avec les reptiles modernes. Pourtant, depuis la fin du XXe siècle, de précieuses découvertes ont bouleversé cette vision. Des empreintes de peau fossilisées, directement associées à certaines espèces de dinosaures, ont été mises au jour dans plusieurs régions du monde. Ces impressions cutanées, souvent préservées sous forme d'une fine couche de sédiments qui a fossilisé la texture du tégument, peuvent montrer des motifs très variés. Certains présentent des écailles de taille et de formes diverses, disposées en motifs réguliers ou irréguliers, tandis que d'autres exhibent des structures plus complexes, comme des bosses, des tubercules ou même des crevasses. Ces nuances donnent aux chercheurs des indications précises sur la nature exacte de la peau. Elle n'était ni uniforme ni monotone, mais au contraire diversifiée et parfois remarquablement fine ou épaisse, selon les régions du corps. Par exemple, les empreintes cutanées du célèbre hadrosaure Edmontosaurus montrent une peau recouverte de petites écailles polygonales serrées, assez fines, évoquant une texture proche de celle que l'on peut observer chez certains reptiles actuels, comme les lézards. En revanche, les dinosaures cuirassés comme les ankylosaures présentent une peau avec des plaques osseuses fusionnées à la surface, formant une véritable armure naturelle. Mais ces empreintes vont au-delà de la simple texture. Elles apportent également des informations sur la souplesse et la mobilité de la peau. La présence de zones où les écailles sont plus espacées ou plus flexibles laisse penser à une peau capable de suivre les mouvements du corps, ce qui implique une musculature sous-jacente et un système tégumentaire adapté aux contraintes mécaniques. Certaines textures glissantes ou stratifiées suggèrent même une capacité à réduire les frottements, facilitant ainsi le déplacement ou la chasse. Ces découvertes sont souvent associées à des régions particulières du corps, les pattes, la queue, le cou ou le dos. Cette variabilité locale de la peau entre les différentes parties du corps témoigne d'une anatomie tégumentaire aussi fonctionnelle que diversifiée, adaptée à la vie de l'animal dans son environnement. En parallèle de ces fossiles imprimés, des avancées techniques permettent d'aller plus loin dans l'analyse. Par exemple, l'utilisation combinée de la microscopie électronique et de la spectrométrie autorise parfois la détection de pigments fossiles dans les fragments de peau. Ces pigments, appelés mélanosomes, sont essentiels pour étudier la coloration possible de la peau, révélant des teintes variées, qui pouvaient aller du marron terne au noir profond, ou même à des couleurs vives, destinées à la communication visuelle. Par ailleurs, la comparaison avec les reptiles actuels et les oiseaux, héritiers directs des dinosaures, enrichit encore la compréhension de ces textures cutanées. Les crocodiles actuels, par exemple,
arborent une peau épaisse, recouverte d'ostéoderme, véritables plaques osseuses sous-cutanées, tandis que les oiseaux possèdent une peau fine, lisse, recouverte de plumes. Cette variabilité inspire les paléontologues à envisager une gamme tout aussi large de revêtements chez les dinosaures. La question de la peau est donc un point clé, car elle touche directement à l'apparence que nous percevons. Elle influe sur la silhouette, sur les jeux d'ombre et lumière, sur le corps de l'animal, mais aussi sur ses capacités de camouflage, de séduction ou de signalement. Elle constitue également une frontière essentielle entre l'objet fossile et l'animal vivant. Enfin, l'étude des empreintes cutanées ouvre également des pistes sur l'évolution des structures tégumentaires. La transition du reptile aux premiers dinosaures, puis aux oiseaux avec leur plumage, est jalonnée d'une diversité étonnante que les fossiles peaufinent de plus en plus. Alors que nous explorons ces tonalités, textures et reliefs oubliés au fil du temps, nous approchons un réalisme plus profond dans la reconstitution des dinosaures. Après la peau, notre voyage nous conduira à un autre élément extraordinaire et tout aussi révélateur de leur apparence: l'émergence des plumes chez certains dinosaures, une découverte qui a remodelé notre vision des dinosaures et de leur place dans l'histoire de la vie. La découverte, au cours des dernières décennies, que certains dinosaures étaient recouverts de plumes, a profondément révolutionné notre compréhension de l'apparence de ces créatures antiques. Cette révélation, qui a pris une place majeure dans la paléontologie moderne, a bouleversé non seulement l'image traditionnelle du dinosaure écailleux et reptilien, mais elle a aussi éclairé d'un nouvel œil les liens évolutifs entre ces animaux disparus et les oiseaux actuels. La prise de conscience de la présence de plumes chez certains dinosaures est liée à une série de découvertes spectaculaires, en particulier en Chine, dans les formations fossilifères de Liaoning, datant du Crétacé inférieur, soit il y a environ 120 à 130 millions d'années. Ces sites ont livré des fossiles exceptionnellement bien conservés, où non seulement les os sont présents, mais aussi les traces d'un revêtement externe, souvent préservé avec une précision remarquable. Parmi ces fossiles, des dinosaures théropodes comme le Sinosauropteryx, le Caudipteryx et plus tard le Microraptor ont montré de nettes impressions de plumes sous diverses formes et structures. Ces plumes ne ressemblent pas à celles des oiseaux modernes que nous connaissons, mais elles apparaissent à différents degrés de complexité. Certaines sont simples, ressemblant à de petits filaments ou duveteux, parfois appelés protoplumes, tandis que d'autres présentent des structures plus complexes avec des barbes et des barbules, plus proches de véritables plumes pennées. La diversité de cette panoplie suggère que les plumes ont initialement pu apparaître pour des fonctions autres que le vol, notamment la thermorégulation, la séduction ou la protection. Avant ces découvertes, la simplicité des représentations artistiques des dinosaures héritait d'une image dérivée du monde des reptiles, où les écailles dominaient. L'identification des plumes a non seulement ajouté une texture nouvelle, mais aussi une nouvelle dimension fonctionnelle et écologique. Certains dinosaures pouvaient ainsi être colorés, agrémentés de motifs complexes, visibles à distance, avec un langage visuel riche, influençant la communication intraspécifique ou le camouflage. Cette évidence plumée a également confirmé la relation phylogénétique directe entre les dinosaures théropodes et les oiseaux modernes, classés aujourd'hui comme un groupe dérivé de ces dinosaures à plumes. Cette reconnaissance a fait évoluer la classification et la compréhension de l'évolution des oiseaux comme des dinosaures modernes. Cependant, la présence de plumes ne concerne pas tous les dinosaures. Les fossiles indiquent que ce revêtement pouvait être hétérogène selon les espèces, les groupes et aussi les régions corporelles. Par exemple,
certains grands dinosaures carnivores, comme le fameux Tyrannosaurus rex, présentent peu de traces de plumage sur les grands individus adultes, bien que des juvéniles puissent en avoir eu. D'autres groupes, comme certains ornithischiens, commencent eux aussi à montrer des indices plus ou moins probants de structures filamentaires ou de covering particuliers, complexifiant la vision quelquefois trop simpliste d'un dinosaure recouvert uniquement d'écailles. Cette complexité attire l'attention sur les fonctions multiples des plumes et plus globalement des tissus tégumentaires. Elles pouvaient jouer un rôle dans la thermorégulation, protéger contre les rayons solaires ou les blessures, participer à des stratégies de camouflage ou de parade sexuelle. Face à cette diversité, la reconstitution des dinosaures intègre désormais une gamme étendue d'apparences, aux textures variées, parfois rythmées de zones écailleuses, velues ou plumées. La découverte des plumes a ainsi déclenché une véritable révolution iconographique et scientifique. Les représentations graphiques et tridimensionnelles intègrent désormais ces éléments, donnant vie à des animaux plus proches des oiseaux que des reptiles lents et froids, dynamiques, colorés et souvent étonnants. Nous sommes à une étape majeure de la compréhension des apparences des dinosaures grâce à ces découvertes. Ces avancées ouvrent la voie à d'autres explorations cruciales, notamment sur la couleur et le motif du plumage, qui seront au cœur de la prochaine section, consacrée à l'étude des mélanosomes fossilisés et à l'évolution de la connaissance chromatique chez les dinosaures. Ainsi, l'émergence des découvertes de plumes chez certains dinosaures ne se limite pas seulement à un détail esthétique, mais remet en cause profondément nos paradigmes scientifiques et artistiques, redonnant vie à des êtres complexes et fascinants, à la fois proches et mystérieux. L'étude de la coloration chez les dinosaures représentait jusqu'à récemment un domaine largement spéculatif. Pendant longtemps, faute de preuves directes, les scientifiques et artistes devaient s'appuyer sur des conjectures, nourries de comparaisons avec les reptiles modernes, ou basées sur des hypothèses liées au camouflage et à la communication. Pourtant, cette incertitude s'est progressivement estompée grâce à une avancée scientifique majeure, la découverte et l'analyse des mélanosomes fossilisés. Ces microstructures pigmentaires anciennes ont ouvert une nouvelle fenêtre vers les couleurs et les motifs des dinosaures, transformant radicalement notre vision de leur apparence. Les mélanosomes sont des organites cellulaires présents dans les cellules pigmentaires, qui contiennent des pigments appelés mélanines. Ces pigments sont responsables de nombreuses couleurs dans la peau, les plumes et les poils des animaux actuels, du noir profond au roux, en passant par des nuances plus subtiles de brun et de gris. Intervenir dans la coloration, ils jouent aussi un rôle dans la protection contre les rayons ultraviolets ou la thermorégulation. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la préservation de telles structures microscopiques dans les fossiles était considérée comme quasi impossible. Cependant, des découvertes exceptionnelles dans des gisements extrêmement bien conservés, notamment les célèbres couches de Liaoning en Chine, ont permis de mettre au jour des fossiles de dinosaures avec leurs mélanosomes fossilisés, parfois même en 3 dimensions. Ces microstructures, délicatement préservées, sont devenues accessibles à l'analyse grâce aux techniques avancées de microscopie électronique et de tomographie. En étudiant la forme et la taille des mélanosomes, les chercheurs ont pu établir des corrélations avec des couleurs spécifiques. Par exemple, les mélanosomes de forme allongée sont généralement associés à la mélanine noire ou grise, tandis que les mélanosomes plus sphériques correspondent aux pigments roussâtres ou bruns. Cette analyse, intégrée dans une méthodologie rigoureuse, a ainsi permis de reconstituer la palette chromatique de certains dinosaures avec une précision inédite. L'un des premiers cas emblématiques fut le Microraptor,
un petit dinosaure à plumes pour lequel les chercheurs ont déterminé, grâce à l'examen des mélanosomes, que le plumage présentait une iridescence bleutée, semblable à celle des plumes brillantes de certains oiseaux actuels. Cette découverte a démontré que les dinosaures ne se limitaient pas à des teintes ternes, mais pouvaient arborer des couleurs éclatantes et sophistiquées, probablement utilisées dans des fonctions de séduction ou d'intimidation. Par la suite, plusieurs autres espèces ont bénéficié de telles analyses, révélant une grande diversité de colorations et de motifs. Certains dinosaures présentaient des zones sombres, alternant avec des taches claires, suggérant des camouflages complexes, tandis que d'autres pouvaient exhiber des contrastes marqués sur différentes parties de leur corps. Ces motifs ont alimenté l'idée que les dinosaures pouvaient avoir des comportements sociaux élaborés, basés sur des signes visuels. Au-delà des pigments noirs et bruns, les analyses ont commencé également à chercher la présence d'autres types de pigments fossilisés, comme les caroténoïdes, à l'origine de teintes rouges ou jaunes, bien que ceux-ci soient plus difficiles à détecter. Néanmoins, la possibilité d'une palette de couleurs étendue vient souligner la complexité esthétique de ces animaux, bien plus sophistiqués que ce que l'on imaginait il y a seulement quelques décennies. Cette approche nouvelle bouleverse non seulement le champ esthétique, mais également la compréhension écologique et comportementale des dinosaures. La couleur devenant un facteur important pour la thermorégulation, la communication et la survie, son étude apporte une dimension supplémentaire aux reconstitutions, les rendant plus vraisemblables et vivantes. Toutefois, il est important de souligner que ces connaissances concernent à ce jour une minorité relative des espèces découvertes, car la fossilisation des mélanosomes demeure un phénomène exceptionnel. La majorité des dinosaures, notamment les plus anciens ou ceux provenant de sites à conditions moins favorables, demeurent privés de ces précieuses traces colorimétriques. Les paléontologues doivent donc toujours intégrer ces données avec prudence et les compléter par d'autres indices. Enfin, les progrès continus dans les techniques d'imagerie, la spectrométrie et la comparaison avec des modèles vivants laissent entrevoir un futur prometteur où la question de la couleur chez les dinosaures sera enrichie et affinée, donnant lieu à des reconstitutions encore plus fidèles, presque palpables, des animaux préhistoriques. Ainsi, l'étude des mélanosomes fossilisés marque un tournant majeur dans la reconstitution de l'apparence des dinosaures, transcendant le simple squelette ou la silhouette pour révéler les teintes, les motifs et la diversité visuelle de ces fascinants emblèmes de la préhistoire. Ce chemin guidera naturellement notre prochaine étape, celle de la reconstitution des organes externes mous, tels que les becs, caroncules et autres parties délicates, dont la préservation est encore plus rare, mais tout aussi essentielle à la compréhension globale de leur apparence. Lorsque nous contemplons aujourd'hui les reconstructions de dinosaures, l'une des grandes difficultés réside dans la restitution des organes externes mous, tels que les becs, caroncules, fanons ou encore les tissus mous délicats associés à divers ornements. Ces parties, composées de peau, de cartilage et autres tissus non osseux, ont rarement été conservées dans le registre fossilifère, rendant leur reconstitution un véritable défi scientifique, mêlant observation directe, analogie biologique et interprétation prudente. La première étape consiste souvent en l'analyse détaillée des os, qui portent parfois des marques, des rugosités ou des structures spécifiques révélatrices de la présence d'organes mous. Par exemple, les os du crâne peuvent présenter des nuances de surface distinctes, indiquant où le rostre, partie antérieure de la mâchoire, était recouvert par un bec corné, semblable à celui des oiseaux actuels. Chez certains dinosaures théropodes ou ornithischiens, la forme du museau et la texture osseuse laissent clairement penser à la présence d'un bec.
bien que celui-ci ne soit pas fossilisé en tant que tel. Les caroncules, ces excroissances de peau charnue que l'on connaît chez certains oiseaux comme la dinde ou le faisan, ont pu également exister chez certains dinosaures, particulièrement ceux dotés d'ornements crâniens remarquables. Les fossiles ne conservent que rarement leur empreinte, mais l'étude des os adjacents, ainsi que les analogies avec des caractéristiques similaires chez les oiseaux actuels, permettent de suggérer leur existence et leur forme. Ces structures pouvaient jouer un rôle essentiel dans la communication visuelle, la séduction ou la régulation thermique. De même, des fanons ou lobes charnus accompagnant différentes parties du corps, telles que les joues ou la gorge, peuvent être déduits par l'examen des attaches osseuses. Ces tissus mous, présents chez certains dinosaures, participaient à l'expression faciale ou à des fonctions spécifiques, mais la rareté de leurs traces directes oblige à s'appuyer sur des indices indirects et des modèles comparatifs. La fossilisation des tissus mous est extrêmement rare, mais quelques découvertes exceptionnelles ont livré des éléments préservés, notamment dans des conditions anaérobies ou des milieux très particuliers où la décomposition est freinée. Ces fossiles montrent parfois des impressions ou des restes de peau charnue, parfois même avec la conservation d'éléments moléculaires. Ces découvertes opportunes nourrissent et valident les hypothèses construites à partir des données osseuses. L'intégration de ces données dans la reconstitution passe également par la comparaison avec les animaux actuels, surtout les oiseaux, qui sont les seuls descendants directs des dinosaures. La diversité des formes de bec, caroncules, crêtes et autres structures tégumentaires observées chez les oiseaux modernes offre une palette de possibilités à considérer comme modèle pour imaginer l'apparence des dinosaures, en tenant compte cependant des différences anatomiques et écologiques. Les illustrations scientifiques récentes intègrent donc ces organes mous avec beaucoup de prudence, mais aussi de créativité, pour restituer une apparence fidèle, plausible et cohérente avec toutes les données anatomiques, taphonomiques et comparatives disponibles. Cela permet d'amener les dinosaures vers une incarnation presque tangible, au-delà du simple squelette rigide, à une image plus proche de ce qu'ils étaient en vie, avec leur peau, leur tissu et leur mimique unique. Cette phase de reconstitution est essentielle pour reconstituer non seulement l'apparence physique, mais aussi le comportement et les interactions sociales, puisque ces organes mous participent souvent à la communication visuelle, la reconnaissance entre individus et la parade sexuelle. En poursuivant cette quête du détail, nous aborderons prochainement les erreurs historiques et leurs corrections, un chemin jalonné de tâtonnements, où les premières interprétations, parfois erronées, ont conduit à des images populaires, devenues iconiques, avant d'être corrigées par les avancées scientifiques. L'histoire de la paléontologie est jalonnée d'erreurs, de malentendus et d'hypothèses erronées que les progrès scientifiques et technologiques ont, au fil du temps, permis de corriger. Ces déconvenues historiques ne sont pas de simples anecdotes de l'histoire des sciences, mais des étapes cruciales qui illustrent la complexité et les difficultés inhérentes à la reconstitution des apparences des dinosaures à partir de traces fossiles fragmentaires. Elles nous montrent également combien la démarche scientifique est un processus évolutif, tenté et corrigé constamment pour se rapprocher au plus près de la réalité. Dans cette section, nous allons explorer quelques exemples célèbres de ces erreurs, ainsi que la manière dont elles ont été rectifiées. L'un des exemples les plus emblématiques provient du célèbre iguanodon, un des premiers dinosaures découverts et décrits scientifiquement. Lors de ses premières reconstitutions, au début du XIXe siècle, on situait une sorte de corne pointue sur le museau de cet herbivore, alors qu'il s'agissait en réalité du pouce muni d'un grand ongle spike utilisé pour la défense.
Cette incompréhension provenait d'ossements isolés et mal identifiés, combinés à un manque de spécimens complets. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard, avec la découverte de plus grands ensembles fossiles et une étude plus précise de la posture et de la main, que la véritable fonction et position du pouce furent correctement établies. Une autre illustration frappante concerne le diplodocus, un long cou emblématique des dinosaures sauropodes. Dans les premiers temps, les reconstitutions montraient souvent sa queue traînant lourdement au sol, comme une sorte de fouet inerte. Pourtant, à travers une étude plus avancée de la mécanique osseuse et des muscles, on a compris que la queue était très probablement maintenue au-dessus du sol, rigide et utilisée comme un contrepoids dynamique. Ces révisions ont été soutenues notamment par des analyses biomécaniques modernes et des modèles numériques qui montrent que cette posture réaliste est nécessaire pour l'équilibre et la mobilité du dinosaure. Le Tyrannosaurus rex, sans doute le plus célèbre des dinosaures, a lui aussi fait l'objet d'erreurs historiques notoires. Pendant longtemps, il fut représenté comme un monstre gigantesque, lent et maladroit, avec une posture verticale et une mâchoire limitée en mobilité. Cette image est aujourd'hui dépassée. Les recherches montrent que le Tyrannosaurus était capable de courir à des vitesses relativement élevées pour sa taille, avec une posture horizontale et une tête tenue droite dans l'axe du corps. Les premiers anciens fossiles étaient montés de manière à correspondre aux conceptions scientifiques et culturelles de l'époque, qui l'imaginaient comme un lézard colossal et maladroit. L'évolution des méthodes d'étude, notamment la modélisation numérique 3D et la biomécanique, a renversé ces idées. Un autre cas célèbre d'erreur concerne le Spinosaurus, dont la morphologie longtemps restée mystérieuse a donné lieu à de nombreuses hypothèses contradictoires. Pendant des décennies, il fut reconstruit comme un dinosaure terrestre massif, au dos orné d'une voile osseuse spectaculaire. Plus récemment, des découvertes sont venues rehausser cette image. Selon de nouvelles données fossiles et des analyses anatomiques poussées, le Spinosaurus aurait été partiellement aquatique, avec une queue large et flexible adaptée à la nage et une posture semi-aquatique. Cette révision majeure a modifié l'apparence qu'on lui attribue, intégrant une silhouette moins massive, avec des adaptations spécifiques à son mode de vie proche de l'eau. Ces erreurs historiques ne sont pas le fruit de négligence, mais plutôt de la difficulté à interpréter un passé lointain, avec des données encore fragmentaires et un cadre conceptuel limité. Chaque correction s'appuie sur l'acquisition de nouveaux fossiles, sur l'intégration de disciplines complémentaires, comme la biomécanique, la biologie comparative ou la technologie numérique. Des collaborations étroites entre paléontologues et artistes scientifiques ont aussi joué un rôle majeur dans la correction de ces images erronées. Le développement de la paléo-art a permis, en lien avec les nouvelles données, d'évoluer vers des représentations plus justes, dynamiques et réalistes, rejetant les visions caricaturales qui pouvaient prévaloir. En somme, ces exemples d'erreurs célèbres et leurs corrections témoignent de l'essence de la paléontologie, une science vivante, en perpétuel renouvellement, construite sur la remise en cause et l'amélioration constante. Cette démarche rigoureuse est la seule capable de restituer, non sans un certain degré d'incertitude, l'apparence de ces animaux fascinants. Au-delà des erreurs, elle révèle une quête permanente, d'une vérité toujours plus proche du réel. Prochainement, nous envisagerons comment la révolution de la paléo-art, nourrie par ses avancées scientifiques, a profondément transformé le dessin scientifique et donné lieu à de fructueuses collaborations entre chercheurs et artistes pour donner vie aux dinosaures de la manière la plus authentique qui soit. Au fil de l'histoire de la paléontologie, le dessin scientifique a toujours joué un rôle essentiel
pour transmettre et concrétiser les découvertes. Mais c'est véritablement à partir du XXe siècle, grâce à une meilleure compréhension des dinosaures et à des techniques artistiques renouvelées, que la paléoart, l'art dédié à la représentation des êtres fossiles, a connu une révolution décisive. Cette révolution du dessin scientifique est indissociable des collaborations étroites entre paléontologues et artistes, forgeant une nouvelle alliance qui a profondément transformé la manière dont les dinosaures sont aujourd'hui représentés, compris et appréciés. Dans les premiers temps de la paléontologie, les illustrations se limitaient souvent à des dessins schématiques ou à des sculptures rigides et peu réalistes, basées sur des connaissances parcellaires et des hypothèses parfois erronées. Les images véhiculaient une vision de dinosaures pathos, proches des grands reptiles, immobiles et lourds, avec une posture verticale mal adaptée. Ces représentations participaient, malgré tout, à éveiller la curiosité du public et à nourrir la science. Avec l'avancée des recherches et l'accumulation de fossiles complets, la demande a grandi pour des illustrations plus précises qui prennent en compte les données anatomiques détaillées, la biomécanique et les indices environnementaux. C'est alors qu'apparaissent des artistes spécialisés capables de traduire la rigueur scientifique en images visuelles claires et vivantes, allant au-delà d'une simple reproduction pour offrir des scènes dynamiques, empreintes de réalisme. L'essor des collaborations entre paléontologues et artistes a permis de fusionner savoir et créativité. Les scientifiques fournissent les données, encadrent les hypothèses, tandis que les artistes donnent forme, texture, couleur, mouvement, dotant les dinosaures d'une apparence plausible et captivante. Ces échanges sont fondamentaux pour éviter les erreurs ou les spéculations excessives, tout en ouvrant la porte à des représentations innovantes et poétiques. La paléoart moderne bénéficie également des progrès technologiques. L'utilisation de la photographie haute définition, des logiciels de modélisation 3D, des animations numériques permettent aujourd'hui des restitutions d'une précision incomparable. Ces outils offrent la possibilité de visualiser les dinosaures sous tous les angles, de simuler leurs mouvements et de présenter des environnements reconstitués fidèlement, renforçant ainsi l'immersion et la compréhension. Mais cette révolution esthétique et scientifique est aussi pédagogique. Les illustrations et animations paléoartistiques façonnent l'image que le public se fait des dinosaures, influençant la culture populaire, l'éducation et la recherche. Elles participent à rendre vivants des êtres disparus, à transmettre la passion de la science et à stimuler la curiosité pour l'histoire naturelle. Parmi les artistes les plus célèbres ayant contribué à cette transformation, figure Charles R. Knight, au début du XXe siècle, dont les peintures grandioses de dinosaures ont été une source d'inspiration durable. Plus récemment, des illustrateurs comme John Gurch ou Gregory S. Paul ont marqué le domaine par leur souci du détail scientifique et la qualité artistique de leurs œuvres. En somme, la révolution de la paléoart est bien plus qu'un simple changement stylistique. Elle incarne une convergence féconde entre l'art et la science. Un mariage indispensable pour que la reconstitution des dinosaures soit non seulement exacte, mais aussi porteuse d'émotions et de vie. Cette alliance parfaite entre rigueur et imagination ouvre la voie à une vision toujours plus riche et nuancée du monde disparu. Dans la suite de notre exploration, nous verrons comment relever les défis liés à la reconstitution des espèces fragmentaires ou incomplètes. Un autre aspect majeur où la science et l'art travaillent de concert pour imaginer ce qui n'a été que partiellement préservé dans les archives fossiles. À mesure que les paléontologues découvrent des restes fossiles, ils se heurtent souvent à un obstacle majeur: l'incomplétude des spécimens.
bien que certains dinosaures aient été retrouvés avec des squelettes presque entiers. La majorité des fossiles sont fragmentaires, éclatés, parfois érodés ou déplacés par les forces géologiques et naturelles. Cette réalité impose un véritable défi dans la reconstitution morphologique et impose aux chercheurs un savant équilibre entre données factuelles et interprétations prudentes. La première difficulté tient à l'identification même des espèces sur la base de fragments. Des ossements disjoints risquent de provenir de plusieurs individus différents, voire d'espèces voisines mais distinctes. Distinguer ces nuances demande une expertise approfondie, comparant minutieusement forme, taille et caractéristiques des fragments. Parfois, une mâchoire partielle ou une vertèbre isolée suffisent à décrire une nouvelle espèce, mais la prudence reste de mise pour éviter les erreurs taxonomiques. Une fois l'espèce identifiée, reconstruire la morphologie corporelle à partir de fragments nécessite de mobiliser l'ensemble des données issues d'autres spécimens, voire d'espèces apparentées. Le recours à des analogies phylogénétiques s'avère crucial. En observant l'anatomie d'espèces proches mieux connues, les chercheurs extrapolent les éléments manquants. Cette méthode, appelée comparaison morphologique, s'appuie sur des principes évolutifs solides, mais ne garantit jamais une certitude absolue. Les techniques modernes offrent également des outils précieux pour relever ces défis. La modélisation informatique permet par exemple de reconstituer virtuellement un squelette complet à partir de fragments, d'ajuster les proportions et de tester différentes hypothèses anatomiques. Cette approche virtuelle permet des simulations sans risquer d'endommager des fossiles précieux. L'impression 3D, quant à elle, offre la possibilité de matérialiser ces modèles, facilitant ainsi l'étude et la communication. Cependant, ces méthodes ne peuvent se dispenser d'une réflexion critique constante. Certains détails, comme les variations intraspécifiques, liaisons entre individus d'une même espèce, selon l'âge ou le sexe, restent très difficiles à discerner à partir d'un nombre limité de fragments. Les différences observées pourraient aussi témoigner de divergences régionales ou temporelles au sein d'une même espèce, ce qui complique encore la reconstitution. Face à ces incertitudes, les paléontologues s'efforcent d'adopter une démarche rigoureuse et prudente, reconnaissant les limites de leurs interprétations. Ils optent souvent pour des reconstitutions hypothétiques, explicitement identifiées comme telles, qui évolueront avec la découverte de nouveaux fossiles. Enfin, au-delà de l'anatomie, la reconstitution des comportements, de l'apparence externe et des détails tégumentaires est encore plus ardue pour les espèces incomplètes. Les indices indirects, tels que l'environnement fossile, les espèces associées ou les données phylogénétiques, sont alors mobilisés pour proposer des restitutions plausibles. La reconstitution des espèces fragmentaires ou incomplètes est donc un véritable exercice d'équilibre entre données tangibles et extrapolation raisonnée, entre science et créativité contrôlée. Cette démarche illustre la complexité et la richesse du travail paléontologique, où chaque fossile, même fragmentaire, a le potentiel de révéler un pan unique de l'histoire naturelle. En progressant ainsi, la science ouvre la voie à l'intégration des technologies modernes qui, combinées à la rigueur scientifique et à la collaboration artistique, promettent de repousser toujours plus loin les frontières de nos connaissances et de nos représentations. Nous aborderons bientôt ces innovations technologiques entre scanner 3D, modélisation numérique et impression 3D qui révolutionnent aujourd'hui la reconstruction des dinosaures. L'évolution technologique récente a transformé radicalement le domaine de la paléontologie, notamment dans la reconstitution des dinosaures. Les méthodes traditionnelles, basées sur l'étude directe des fossiles et la construction manuelle de modèles, ont été largement enrichies et parfois remplacées par des outils modernes tels que le scanner 3D
la modélisation informatique et l'impression 3D. Ces technologies offrent des possibilités inédites pour analyser, visualiser et matérialiser les dinosaures dans leurs moindres détails, tout en respectant la rigueur scientifique. Le scanner 3D est devenu un instrument incontournable pour l'étude des fossiles. Grâce à la tomographie aux rayons X, souvent appelée scanner CT, il permet de capturer la forme et la structure interne des ossements avec une précision exceptionnelle, sans nécessité de manipulation directe qui pourrait endommager les spécimens. Cette technique révèle des détails invisibles à l'œil nu et ouvre la possibilité de conserver des archives numériques précises et pérennes des fossiles. Une fois les données scannées, la modélisation informatique entre en jeu. Grâce à des logiciels spécialisés, les chercheurs peuvent reconstruire virtuellement le squelette complet d'un dinosaure, assembler les fragments dispersés, corriger les déformations naturelles dues à la fossilisation et explorer différentes hypothèses sur la posture ou la forme. Le modèle numérique permet d'étudier la biomécanique, de simuler les mouvements articulaires et même d'évaluer la manière dont les muscles pouvaient s'implanter et fonctionner. Ces reconstitutions virtuelles sont particulièrement précieuses pour tester les théories sur la locomotion ou la morphologie externe sans risquer de briser des fossiles rares. Elles peuvent être partagées facilement entre équipes scientifiques du monde entier, facilitant la collaboration et la validation des résultats. Parallèlement, l'impression 3D a révolutionné la matérialisation des dinosaures. À partir des modèles numériques, il est désormais possible de produire des reproductions physiques à l'échelle réelle ou réduite, avec un degré de détail impressionnant. Ces reproductions facilitent non seulement la recherche, notamment pour tester la stabilité ou la dynamique posturale, mais aussi la valorisation pédagogique et muséographique, permettant au public de toucher du doigt une représentation très fidèle de ces animaux disparus. Les technologies modernes permettent aussi de reconstituer les parties manquantes d'un fossile grâce à des techniques d'inférence basées sur l'intelligence artificielle. En croisant les données existantes, les logiciels peuvent proposer des estimations cohérentes pour compléter les squelettes fragmentaires, offrant ainsi une vision plus complète et réaliste. De surcroît, combinés avec des données issues de la paléohistologie ou des analyses de mélanosomes, ces outils numériques facilitent l'intégration des textures, couleurs et autres détails externes, enrichissant les modèles en 3D pour aboutir à une reconstruction aussi fidèle que possible. Enfin, ces technologies jouent un rôle primordial dans l'animation numérique qui simule la locomotion, les comportements et interactions des dinosaures dans leur environnement. Cette dynamique apporte une nouvelle dimension à la reconstitution, fascinante tant pour les scientifiques que pour le grand public. En somme, l'apport des technologies modernes transcende la simple représentation. Il révolutionne l'approche scientifique de la paléontologie. Scanner 3D, modélisation informatique et impression 3D ouvrent un champ nouveau d'investigation, d'interprétation et de communication, rapprochant encore davantage le passé lointain de notre compréhension contemporaine. Après ce panorama technologique, notre voyage nous conduira à explorer la simulation de la locomotion et du comportement, rendue possible grâce à l'animation numérique. Une étape qui donnera vie à ces fascinants géants disparus. Après avoir exploré l'apport considérable des technologies modernes dans la modélisation et la reconstitution physique des dinosaures, notre regard se tourne désormais vers une étape encore plus immersive et dynamique. La simulation de la locomotion et du comportement grâce à l'animation numérique. Cette discipline, à la croisée de la paléontologie, de la biologie, de la robotique et des technologies informatiques, révolutionne la manière dont nous pouvons comprendre et visualiser la vie de ces créatures disparues. L'animation numérique permet de dépasser la simple représentation statique des squelettes ou des modèles 3D texturés
pour créer des séquences où les dinosaures bougent, interagissent, chassent, se défendent ou se comportent dans leur environnement reconstitué. Fondée sur des données scientifiques rigoureuses, cette approche simule chaque articulation, muscle et masse corporelle afin d'imiter la biomécanique réelle des dinosaures. Les chercheurs utilisent ainsi des logiciels avancés, capables d'intégrer les contraintes physiques et anatomiques connues, telles que l'amplitude des mouvements articulaires, la masse musculaire estimée ou la dynamique du déplacement terrestre. La première étape consiste généralement à construire un squelette virtuel parfaitement articulé, fondé sur les reconstructions issues des os fossiles et complété par les données sur la musculature et les tissus mous. Ce squelette est ensuite enveloppé par un modèle tridimensionnel reproduisant la forme globale, avec intégration des possibles textures et systèmes de plumage ou d'écailles selon les espèces. La complexité des systèmes d'animation permet aujourd'hui de gérer des simulations très précises, prenant en compte le centre de gravité, l'équilibre et le poids, essentiels pour reproduire avec fidélité la posture et la démarche. Par exemple, des animations ont pu simuler la course rapide des petits théropodes agiles ou la marche lourde et stable des imposants sauropodes. Ces simulations sont validées par comparaison avec les empreintes fossiles qui renseignent sur la vitesse et la foulée, ou encore par l'observation des animaux vivants comparables, comme certains oiseaux ou reptiles qui partagent des caractéristiques locomotrices. Au-delà de la simple locomotion, l'animation numérique englobe aussi la simulation des comportements sociaux, de chasse, d'affrontement ou de communication. En reproduisant les mouvements de la tête, du cou, des membres et de la queue, ces modèles offrent des scènes crédibles de la vie quotidienne des dinosaures. Ils permettent ainsi d'explorer des questions biologiques complexes, comme la stratégie prédatrice, la parade nuptiale ou la dynamique de groupe. Cette technologie trouve également un écho important dans la vulgarisation scientifique et l'éducation, grâce à des visualisations réalistes qui captivent le grand public et apportent une meilleure compréhension intuitive de ces animaux disparus. Musées, documentaires, jeux vidéo et films exploitent largement ces reconstitutions numériques qui allient rigueur scientifique et dimension spectaculaire. Toutefois, malgré leur sophistication, ces animations reposent encore sur des hypothèses, parfois sujettes à controverse. La nature incomplète des fossiles, la difficulté à estimer précisément la masse musculaire, ou encore les comportements exacts, notamment sociaux, maintiennent une part d'incertitude. Les scientifiques travaillent donc en collaboration étroite avec les experts en animation pour affiner sans cesse les modèles, en intégrant les nouvelles découvertes ou en ajustant les paramètres biomécaniques. Ainsi, la simulation numérique ouvre une fenêtre inédite sur le monde des dinosaures, une invitation à plonger au cœur de leur existence, avec un réalisme et une profondeur autrefois inimaginables. Cette démarche illustre parfaitement comment la convergence de la science et de la technologie peut repousser les frontières de notre connaissance et de notre imagination. Notre exploration du processus de reconstitution se poursuivra avec l'examen de l'impact de la biogéographie et de la paléoécologie sur l'apparence estimée des dinosaures, un chantier scientifique où les indices environnementaux viennent encore enrichir la restitution du vivant passé. L'apparence des dinosaures ne peut être correctement appréhendée sans prendre en considération le contexte dans lequel ils évoluaient. La biogéographie, c'est-à-dire la répartition géographique des espèces à travers l'espace et le temps, et la paléoécologie, qui étudie les relations entre ces espèces et leur environnement ancien, ont un rôle fondamental dans l'estimation de l'apparence des dinosaures. En effet, les conditions environnementales, climatiques, géographiques et écologiques influençaient directement les adaptations physiques
et comportementale, et donc leur morphologie extérieure visible. La répartition géographique des dinosaures est étroitement liée à la configuration tectonique de la Terre à leur époque. Au Mésozoïque, les continents n'étaient pas disposés comme aujourd'hui. Un supercontinent, la Pangée, s'était fragmenté au fil des millions d'années, créant des environnements variés, des îles isolées et de vastes régions aux climats différents. Cette fragmentation a favorisé la diversification des espèces, avec une spécialisation locale liée aux écosystèmes et aux ressources disponibles. Par exemple, les dinosaures évoluant dans des régions équatoriales à climat chaud et humide devaient s'adapter à une végétation luxuriante, à un environnement torrentiel et à une faune abondante, ce qui se traduisait souvent par une peau pouvant favoriser la thermorégulation et une morphologie adaptée à la survie dans la forêt dense. En revanche, ceux des zones plus froides ou plus arides, comme dans l'actuelle Antarctique, ou des zones tempérées, pouvaient développer des revêtements corporels plus denses, tels que le plumage, ou adopter des comportements spécifiques de regroupement pour conserver la chaleur. La paléoécologie fournit ainsi un cadre interprétatif précieux. L'étude des restes fossiles associés, plantes, insectes, autres animaux, permet de reconstituer l'environnement dans lequel vivaient les dinosaures. Étangs, forêts, plaines, zones côtières, etc. Ces informations conduisent à adapter la reconstitution externe de ces créatures, notamment en ce qui concerne la texture de la peau ou la présence de plumes, la coloration ou les formes protectionnelles. Par exemple, un dinosaure vivant dans une zone arborée pouvait bénéficier d'un camouflage par des couleurs et motifs précis, tandis qu'un autre, dans un environnement ouvert, pouvait arborer des ornements destinés à la communication visuelle. De plus, les contraintes écologiques, comme la compétition, la prédation ou les ressources alimentaires disponibles, pouvaient influencer la taille, la forme et le comportement des dinosaures, ce qui s'exprime notamment par leur apparence. Ainsi, certains herbivores développèrent des armures corporelles ou des cornes pour se défendre, tandis que des carnivores agiles adoptèrent des morphologies plus élancées, rapides et discrètes. Les changements climatiques, les fluctuations du niveau marin ou les événements catastrophiques tels que les éruptions volcaniques majeures modifièrent également ces paysages et eurent un impact sur la morphologie évolutive. Ces facteurs peuvent être appréhendés par l'analyse stratigraphique et géochimique des roches associées aux fossiles, éclairant les conditions climatiques, la composition atmosphérique ou encore la végétation. Autant d'éléments qui entrent en jeu dans les apparences des dinosaures. L'intégration de la biogéographie et de la paléoécologie dans les reconstitutions permet donc de transcender la simple description anatomique pour restituer une vision plus complète, réaliste et vivante des dinosaures. Leur apparence n'était pas figée, mais en constante interaction avec leur milieu, façonnée par des pressions écologiques multiples. Cette démarche ouvre la voie à une compréhension forte de la biodiversité mésozoïque et met en lumière la complexité des adaptations corporelles, du simple revêtement cutané aux ornements ostéotégumentaires et aux comportements sociaux. En embrassant cette vision intégrée, la science prépare le terrain pour aborder les débats actuels qui secouent la paléontologie, notamment sur la restitution exacte de certains groupes de dinosaures emblématiques, sujet que nous explorerons dans notre prochaine section sur les controverses du Spinosaurus, du Tyrannosaurus rex et du plumage, entre autres. Le monde de la paléontologie, bien que constamment enrichi par de nouvelles découvertes, est aussi le théâtre de nombreuses controverses et débats, notamment lorsqu'il s'agit de restituer l'apparence exacte de certains groupes de dinosaures emblématiques. Ces débats reflètent à la fois la complexité intrinsèque des fossiles et la nature évolutive de la science. Les hypothèses les plus solides d'hier
sont parfois remises en question au gré des nouvelles données ou des avancées méthodologiques. Parmi les sujets les plus vifs figurent le Spinosaurus, le Tyrannosaurus rex et la question du plumage chez diverses espèces. Commençons par le Spinosaurus, ce dinosaure semi-aquatique gigantesque qui a captivé l'imaginaire depuis sa découverte. Pendant longtemps, sa silhouette fut reconstituée sur la base de fossiles incomplets, avec une allure plutôt terrestre, complétée par une longue voile dorsale. Des études plus récentes, notamment après la découverte de nouveaux spécimens mieux conservés, ont radicalement changé la donne. Aujourd'hui, les paléontologues envisagent le Spinosaurus comme un dinosaure largement adapté à un milieu aquatique, doté d'une queue large et flexible, lui permettant de nager efficacement, ainsi que de pattes postérieures plus courtes et robustes. Cette nouvelle vision a été parfaitement illustrée par des modèles en 3D et des simulations de nage, mais certains chercheurs remettent encore en cause certains détails anatomiques, la position exacte du centre de gravité ou l'ampleur de ses adaptations aquatiques, soulignant les limites des fossiles actuellement disponibles. Ce débat illustre la difficulté de reconstruire avec certitude l'allure d'un animal dont la fossilisation est partielle et dont l'écologie particulière complique les analogies avec les espèces actuelles. Le Tyrannosaurus rex, quant à lui, est au centre d'importants débats concernant son apparence extérieure, plus précisément sur la présence ou non de plumes. Pendant des décennies, l'image dominante montrait un T-rex couvert d'une peau écailleuse, massive et rugueuse, reflétant la vision classique du grand prédateur reptilien. Toutefois, les découvertes florissantes de plumes ou de structures protoplumées chez des tyrannosaures plus petits ou proches, parents du T-rex, ont jeté le doute. Certains paléontologues suggèrent que les juvéniles de T-rex pouvaient posséder une couverture partielle de plumes pour la thermorégulation, laquelle aurait peu à peu disparu à l'âge adulte, remplacée par une peau écailleuse, plus adaptée à une vie terrestre et à une taille imposante. D'autres chercheurs militent pour une disparition presque totale du plumage chez les adultes, arguant que la taille massive et la régulation thermique différentielle rendraient le plumage superflu, voire handicapant. Ces divergences nourrissent un débat houleux qui n'est pas encore tranché, témoignant des difficultés à retracer précisément des éléments aussi fugaces que le revêtement tégumentaire avec les seules traces fossiles. Plus généralement, la question du plumage est aussi au centre d'un débat élargi. Toutes les espèces de dinosaures étaient-elles plumées ou écailleuses? La paléontologie moderne révèle une hétérogénéité importante. Certains groupes, surtout parmi les théropodes, montrent des preuves solides de présence de plumes ou protoplumes, alors que d'autres groupes, comme certains ornithischiens ou sauropodes, livrent des empreintes de peau écailleuse. Il est donc probable que la diversité des revêtements cutanés était aussi grande que la diversité même des dinosaures. Ce constat conduit à remettre en cause les représentations trop uniformisées et encourage à considérer une grande variété d'apparences. Ces controverses ne sont pas seulement scientifiques, elles ont également une portée culturelle majeure, influençant la manière dont les médias, les musées et les artistes illustrent ces animaux. Le débat passionné témoigne également d'une vitalité scientifique provoquée par des méthodes d'investigation toujours plus sophistiquées, comme l'analyse microscopique des mélanosomes, la modélisation informatique ou la découverte de nouveaux fossiles exceptionnels. En résumé, les débats autour du Spinosaurus, du Tyrannosaurus rex et du plumage reflètent les tensions entre preuves tangibles et hypothèses, mais aussi la richesse d'une science dynamique. Ces discussions contribuent à affiner nos connaissances, à stimuler la recherche et garantissent que les représentations des dinosaures continuent d'évoluer avec rigueur et créativité.
Dans la dernière section de notre voyage, nous nous tournerons vers le futur, explorant ce que les prochaines découvertes pourraient encore nous révéler sur l'apparence fascinante et complexe de ces créatures préhistoriques. Alors que nous entrons dans une ère où les technologies se développent à un rythme effréné et où la recherche paléontologique s'enrichit sans cesse, il apparaît évident que les découvertes à venir continueront de bouleverser, affiner et enrichir notre compréhension de l'apparence des dinosaures. Les avancées scientifiques récentes, jumelées aux innovations technologiques, laissent entrevoir un futur passionnant où la restitution des dinosaures sera de plus en plus précise, détaillée et vivante. L'une des pistes les plus prometteuses repose sur la découverte progressive de fossiles à conservation exceptionnelle, notamment dans des environnements favorisant la fossilisation des tissus mous. À mesure que des gisements comme ceux du Liaoning en Chine ou d'autres sites encore méconnus sont fouillés, les tissus préservés permettent d'obtenir des informations directes sur les revêtements corporels, les couleurs, voire les organes internes. Ces fossiles, à haute fidélité, sont de véritables trésors pour la reconstitution, offrant une source d'informations inédite sur les détails subtils de l'apparence. Parallèlement, le développement des techniques d'analyse sophistiquées, telles que la microscopie électronique, la spectrométrie de masse ou encore l'imagerie synchrotron, permet d'explorer les microstructures fossiles avec un degré de résolution sans précédent. Ces méthodes ouvrent la voie à la détection de pigments fossiles diversifiés, de traces d'organes mous et même à la compréhension des tissus biologiques complexes. Elles pourraient par exemple révéler des couleurs plus riches, des motifs plus détaillés, ou encore des organes sensoriels externes, jusqu'alors invisibles. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique promettent également des progrès majeurs. En combinant les immenses bases de données paléontologiques avec des algorithmes puissants, on pourra reconstituer automatiquement la morphologie d'espèces peu connues à partir de fragments dispersés, anticiper des formes manquantes ou modéliser l'apparence externe avec une précision accrue. Ces outils pourraient aider à croiser des milliers de données pour extrapoler des reconstructions cohérentes dans le temps et l'espace. Les innovations dans la modélisation 3D et l'impression multimatériaux apporteront une dimension supplémentaire. Les reconstitutions ne seront plus seulement basées sur des textures et des formes, mais intégreront la sensibilité des tissus, des textures tactiles proches du vivant, voire la simulation des organes internes, comme les systèmes respiratoires ou circulatoires, offrant ainsi une vision holistique des dinosaures. Sur le plan du comportement, la réalité virtuelle et augmentée, associées à la modélisation numérique, permettront de plonger virtuellement dans des écosystèmes reconstitués, observant les dinosaures évoluer dans leur contexte naturel, intégrant non seulement leur apparence, mais aussi leurs déplacements et interactions. Ces expériences immersives révolutionneront la diffusion scientifique et l'éducation. Enfin, la collaboration multidisciplinaire réunissant paléontologues, biologistes, physiciens, chimistes, artistes et informaticiens continuera à s'affiner, impulsant de nouvelles approches, reliant la rigueur scientifique à la créativité artistique. Cette synergie est essentielle pour naviguer entre les données fossiles, les interprétations et les représentations visuelles, sans céder à la tentation de spéculations non fondées. Ainsi, le futur de la reconstitution de l'apparence des dinosaures s'annonce riche en surprises et découvertes. Chaque nouvelle avancée scientifique ou technologique ajoute une pièce à ce vaste puzzle, rapprochant toujours davantage ces créatures du passé de leur image vivante et cohérente. C'est une aventure qui transcende le temps, reliant le passé lointain et notre présent, et promettant un horizon d'exploration passionnante et d'émerveillement renouvelé.
devant le monde extraordinaire des dinosaures.